Quand j'étais en CE2, je me suis fait un ami qui s'appelait Nicolas. Appelons-le Niki pour faire court. Nous étions tous les deux des enfants plus calmes que nos camarades de classe. Et nous partagions tous les deux un amour pour les tasses de pudding. Un jour à l'école, Niki a oublié son déjeuner à la maison. Alors je lui ai dit qu'il pouvait avoir ma tasse de pudding. C'est ainsi que nous sommes devenus amis. À partir de ce moment, nous avons partagé mes tasses de pudding tous les jours. Les autres enfants de notre classe avaient l'habitude de nous taquiner, nous accusant d'avoir le béguin l'un pour l'autre, et scander cette horrible chanson « Ils sont amoureux » tout le temps. Il était devenu habituel pour Niki et moi de nous séparer des autres enfants à la récréation et au déjeuner. Le matin, nous avions un grand arbre sous lequel nous nous rencontrions toujours, à la récréation et quelques minutes après l'école, juste avant que nos parents ne viennent nous chercher. Niki lui-même vivait avec sa sœur aînée et sa mère célibataire. Il a essayé de m'expliquer le concept de divorce une fois ou deux, mais dans mon esprit d'enfant de 8 ans, cela n'avait aucun sens que ses parents ne soient pas ensemble, mariés et heureux. Comme vous pouvez l'imaginer, mes parents étaient mariés et ma vie à la maison était la quintessence du bonheur familial. Imaginez 7 à la maison et vous avez ma famille. Je ne me souviens pas d'un seul moment de mon enfance où j'ai été laissé sans amour ou sans soin de quelque manière que ce soit. J'ai vite réalisé que c'était quelque chose de très rare. Lors d'une de mes visites matinales et de celle de Niki à l'arbre, comme nous l'avions habituellement surnommé, il m'a invité à sa fête d'anniversaire. Il ouvrit avec enthousiasme son sac à dos et en sortit une carte d'invitation faite de papier bleu. Il y avait un arbre dessiné à la main sur le devant et 2 petits enfants à proximité de l'arbre et une adresse personnelle griffonnée à l'intérieur. À ce jour, je l'ai toujours. Quand la cloche a sonné, lui et moi avons couru à l'intérieur avec le reste des enfants. Et j'ai attendu toute la journée qu'il donne le reste de ses invitations d'anniversaire, mais il ne l'a jamais fait. J'étais la seule qu'il avait invitée. Parce que les autres enfants nous taquinaient tellement, mon esprit de 8 ans avait conclu qu'il ne voulait pas d'eux chez lui et avait donc invité sa seule amie, moi. Autant dire que j'étais flattée et heureuse. J'ai donné la carte à ma mère plus tard dans la soirée. Elle a souri et a dit « comme c'est mignon » et m'a très vite donné la permission d'y aller. C'était ma première fête d'anniversaire non familiale. Le lendemain, je suis allé au magasin avec ma maman et mon frère aîné et nous avons choisi un cadeau d'anniversaire pour Niki. Lui et moi étions passionnés par les Transformers. Alors nous lui avons acheté un petit Transformer et je l'ai emballé toute seule dans du papier bleu. Son anniversaire était le samedi suivant. Ma mère m'a déposé chez Niki, parlant brièvement avec sa maman dans la cuisine, avant de m'embrasser sur le front et de me dire au revoir. Parce que Niki, sa sœur et moi étions les seuls là-bas, nous avons décidé de jouer à quelques jeux de société, puis de sortir jouer dehors quand il ne pleuvait plus. Nous étions dans la cour, il faisait beau, et Niki et moi sommes tombés profondément dans notre reconstitution dramatique du dernier et plus excitant épisode de Power Rangers. Sa sœur, une préadolescente à l'époque, est entrée pendant 1 minute pour vérifier quelque chose. Niki m'a révélé bien plus tard que c'était une phrase codée qu'elle a utilisée lorsqu'elle voulait parler au téléphone avec le petit et mignon voisin. Dans la cuisine, sa mère cuisinait et nous surveillait par la fenêtre. Ce n'est que lorsque nous sommes entrés à l'intérieur pour manger que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de décoration. En fait, rien n'indiquait que c'était l'anniversaire de Niki, à l'exception du gâteau au chocolat fait maison. J'avais vaguement compris que la famille de Niki n'avait pas forcément beaucoup d'argent et que c'était peut-être la raison pour laquelle il allait si souvent à l'école sans déjeuner. Mais je n'ai jamais vraiment demandé et Niki n'a jamais vraiment parlé de ce sujet avec moi. Dans ma tête d'enfant de 8 ans, ça me semblait cohérent. Après avoir mangé le gâteau et pris quelques photos, nous sommes descendus au sous-sol, où il y avait une petite télé et une Super Nintendo. Nous avons joué à des jeux vidéo pendant environ 10 minutes, avant qu'on ne frappe fort à la porte. Niki a arrêté le jeu, Mario si je me souviens bien, et a grimpé les escaliers du sous-sol pour répondre à la porte, criant finalement « Papa, je croyais que tu avais dit que tu ne pouvais pas venir !» Je peux vous dire qu'il était très excité. C'est compréhensible compte tenu du fait qu'il voyait rarement son père. Et quelle grande occasion c'était dans sa vie quand il le faisait. Il m'en parlait toujours à l'école, que son père cool et amusant est venu lui rendre visite et l'a emmené faire le tour du pâté de maison sur sa belle moto cylindrée.
Pour être honnête, pendant un moment, je n'étais pas sûr que son père possédait réellement une moto. Mais quand Nikki est descendu pour me présenter à son papa, je les ai suivis à l'extérieur dans la cour et j'ai vu une grande Harley noire garée dans l'allée. Il y avait 2 casques, un pour son père et un pour lui. J'étais instantanément jalouse. Mon propre père conduisait une vieille fourgonnette et portait religieusement que des polos et des jeans ringards. Alors que le père de Nikki, lui, waouh, il était tout le contraire du mien. En fait, il ressemblait à un personnage d'une bonne série américaine. Tout de suite, j'ai pensé qu'il était cool et tout de suite, j'ai voulu m'intégrer à eux. Pour les besoins de l'histoire, je dois souligner que Nikki et moi venons d'origines ethniques différentes. Il était blanc, je ne l'étais pas. Parce que j'allais à l'école avec des enfants majoritairement blancs et que je vivais dans une ville à majorité blanche, j'avais parfois du mal à m'intégrer. C'était en partie la raison pour laquelle j'étais devenu si proche de Nikki et si rapidement. Il était à peu près le seul enfant de l'école qui me donnait envie d'y aller. Les autres enfants ne m'aimaient pas parce que j'avais l'air différente et n'aimaient pas Nikki parce qu'il portait de vieux vêtements délavés. Il a été élevé avec un salaire modeste. Sa maman avait quelques emplois si je me souviens bien. Elle était serveuse, commis d'épicerie et concierge à temps partiel. Pour une mère célibataire avec 2 enfants en pleine croissance, une maison et une voiture qui tombaient toujours en panne, elle était vraiment, mais vraiment très courageuse. Je l'aimais beaucoup, elle était toujours gentille. Même quand elle a surpris l'un des tyrans de l'école en train de pousser Nikki au sol une fois, elle est restée gentille. Alors quand elle n'était pas gentille avec le père de Nikki, et quand elle l'a pris à part pour lui demander de quitter la fête, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander pourquoi. Ma mère est venue me chercher peu de temps après, et j'ai fait un pacte avec Nikki. Parce que maintenant que ma maman avait finalement rencontré la sienne en personne et lui avait parlé, j'étais autorisé à venir jouer chez lui plus souvent. Avant cela, elle me disait toujours « pas avant que je rencontre sa mère ». À partir de ce moment-là, je suis allé chez Nikki 2 à 3 fois par semaine. Parfois sa mère était là, parfois sa sœur aînée était là. L'une des 2 était toujours là pour s'occuper de nous et s'assurer que nous avions aucun problème. Nous descendions généralement dans son sous-sol et jouions à des jeux vidéo. Ou lorsque le temps le permettait, nous faisions du vélo dans sa cour et sautions sur son petit trampoline. Vous devez savoir qu'il a toujours été meilleur que moi en tout. Une fois, il a essayé de m'apprendre à faire un flip avant, et j'ai failli tomber sur la tête et probablement mourir. Dès que je me suis levé, je me suis enfui et j'ai commencé à pleurer, principalement à cause de l'embarras. Je voulais que Nikki pense que je pouvais tout faire, que j'étais une dure à cuire, mais je ne pouvais pas vraiment faire les choses cool qu'il pouvait faire. Mes propres parents pensaient que les trampolines étaient trop dangereux, et m'ont interdit de sauter sur celui de Nikki. Mais les enfants étant des enfants, nous faisons rarement ce que nos parents nous disent, pas vrai? Nikki pensait que j'étais cool, mais cependant pour calmer les fesses du bébé pleurnicharde que j'étais à l'époque, il a admis qu'il était un peu jaloux de moi. Il a dit qu'il était jaloux de mes nouveaux vêtements, de mon nouveau vélo et de tout ce que j'avais de nouveau. C'était la première fois qu'il me parlait d'être moins privilégié. La Super Nintendo, dans son sous-sol, était un vieux cadeau d'un de ses cousins qui vivait dans la ville voisine. Mais elle fonctionnait à peine la moitié du temps. C'était probablement d'ailleurs pour cette raison que son cousin lui avait donné. Cette journée-là, nous nous sommes assis dans son sous-sol pendant quelques minutes à parler de tout et de rien et de toutes les petites raisons pour lesquelles il était jaloux de moi et que j'étais jaloux de lui. Puis sa sœur est descendue pour nous informer qu'elle allait au centre commercial avec ses amis, mais que leur père allait venir s'occuper de nous. Leur mère était au travail cet après-midi-là. Pour une raison quelconque, Nikki a été choquée d'apprendre que son père venait. Je l'ai pris comme une visite surprise, et j'ai couru dehors avec Nikki quand nous avons entendu la moto arriver. En effet, son papa était là, et il avait aussi un cadeau d'anniversaire qu'il avait acheté pour Nikki. C'était une boîte, à peu près de la taille de sa tête, et elle était enveloppée dans du papier journal. Quand nous sommes entrés à l'intérieur pour l'ouvrir, il a fait promettre à Nikki de ne surtout pas dire à sa mère ce qu'il lui avait offert. Apparemment, sa mère ne voulait pas que Nikki reçoive un cadeau de son père. Mais son père lui en a quand même acheté un. Nikki a caissé volontiers, alors je suivis son exemple. J'ai regardé Nikki déchirer le journal en lambeaux, révélant un tout nouveau appareil photo à Polaroid.
Nikki n'avait aucune idée de ce que c'était au début, se tournant vers son père pour obtenir des réponses, avant que je ne dise avec enthousiasme « Un appareil photo ! T'as un appareil photo !» Je pouvais dire que Nikki était gêné de ne pas avoir su tout de suite de quoi il s'agissait. Mais il était aussi tellement heureux d'avoir obtenu quelque chose, il a écarté l'embarras et nous avons ouvert la boîte pour jouer avec. Son père nous a appelés et nous a expliqué comment cela fonctionnait. Il a pointé vers Nikki et a pris la première photo, l'a ensuite agitée en l'air, puis nous a montré le produit final. C'était trop cool pour moi que les photos soient sorties tout de suite. Ma famille avait aussi un appareil photo, mais nous on devait attendre que les photos soient développées dans un magasin. Nikki a adoré, et j'ai adoré, et son père semblait vraiment l'aimer aussi. Lorsque son père a ensuite pointé l'appareil sur moi, j'ai souri comme une idiote, et nous avons tous ri de la photo. Mes dents de devant manquaient, et j'avais l'air d'être totalement défoncé. Nikki et moi avons échangé nos photos après. Il a gardé la photo de moi et j'ai gardé la photo de lui. Nous avons fait un deuxième pacte ce jour-là. Nous nous sommes dit que nous serions amis tant que nous garderions les photos de l'autre intactes. Alors, j'ai pris un grand soin de la mienne. Maintenant que nous avions un nouveau jouet, je demandais toujours à aller chez Nikki. Parce que je vivais dans une maison avec tant d'autres membres de ma famille que je me sentais parfois perdu là-bas. Quand j'allais chez Nikki, je me sentais plus à ma place, et c'était toujours plus calme. C'était au milieu des années 90. Donc à cette époque, les parents étaient moins stricts avec les jeunes enfants, et les miens me permettaient de passer des heures et des heures chez Nikki, tant que sa maman était d'accord. Elle l'a toujours été. Elle adorait m'avoir avec elle parce qu'elle savait à quel point Nikki était heureux d'avoir une amie avec qui sortir. Ma mère m'envoyait fréquemment chez Nikki avec une sorte de plat ou de collation. Et elle a même invité la famille de Nikki chez moi pour le dîner une fois. Ma famille aimait vraiment sa famille. Et je pense que mon frère aîné avait un petit béguin pour sa sœur aînée. Mais elle était vraiment complètement mordue de son voisin. Alors, pas de chance mon pote. Pour cette raison, j'étais autorisé à aller chez Nikki presque tous les jours maintenant. Il n'habitait pas trop loin de chez moi non plus. Nous étions à distance de marche l'un de l'autre. Peut-être, je dirais, à 5 pâtés de maison. Sa maison était l'un des rares endroits où je savais comment m'y rendre, hormis la mienne bien sûr. Il y avait des moments où j'allais directement chez lui après l'école, et des moments où il venait directement chez moi après l'école. Mais ce dernier cas arrivait rarement, car nous préférions tous les deux sa maison. La mienne était juste trop encombrée et ne nous permettait pas d'être tranquilles. Un jour à l'école, Nikki m'a dit que son père était venu l'autre soir, et s'est mise en colère contre lui pour ne pas avoir pris de nouvelles photos avec le Polaroid qu'il avait reçu pour son anniversaire. Nikki et moi avons adoré le Polaroid et nous avons pensé que c'était très cool les premières fois où nous avons joué avec. Mais comme le font la plupart des enfants, nous avons fini par nous lasser et nous désintéresser du Polaroid. Et Nikki l'a en quelque sorte caché sous une couverture au sous-sol et l'a oublié. Je suppose que son père n'aimait pas beaucoup ça. Alors Nikki m'a demandé si je pouvais l'aider à prendre des photos pour la prochaine fois quand son père viendrait lui rendre visite. En fait, il a dit que son père avait spécifiquement demandé que je sois sur les photos. J'ai trouvé cela parfaitement normal à l'âge de 8 ans. J'ai pensé que le père de Nikki voulait qu'on s'amuse avec l'appareil photo et qu'on immortalise notre amitié, qu'on fasse un album ou quelque chose comme ça. Jusqu'à présent, la mère et la sœur de Nikki n'avaient toujours aucune idée qu'ils avaient même un appareil photo. J'ai convenu que je viendrais bientôt et que nous prendrions un tas de photos idiotes. Mais Nikki a oublié de me mentionner une chose. Il a oublié de mentionner que son père serait là. C'était la même histoire que la dernière fois. Sa mère travaillait, sa sœur était au centre commercial avec des amis, vraisemblablement avec de l'argent que son père lui avait donné. Et leur mère n'avait aucune idée de ce qui se passait et de ce qui allait se passer. Je suis allé là-bas après l'école et j'ai remarqué la moto garée devant. Nikki n'a pas semblé surpris de le voir, mais quelque chose dans son humeur était étrange ce jour-là. Je pensais que c'était parce qu'il avait eu des ennuis la dernière fois qu'il avait vu son père. Parce qu'il pleuvait un peu, nous sommes allés à l'intérieur pour traîner au sous-sol, où je pensais que nous allions jouer un peu à la Super Nintendo. Mais ce n'était pas du tout prévu. Le père de Nikki était également au sous-sol. Il m'a accueilli avec un grand sourire et nous a demandé comment se passait l'école. Si nous faisions quelque chose d'amusant à la récréation, quel genre de choses nous apprenions en classe. Bref, l'habituel. Je n'y pensais pas car mes parents me posaient toujours des questions similaires. Pour moi, c'était tout à fait normal. Finalement,
Le père de Nikki a dit que nous devrions commencer à prendre des photos. Alors j'ai accepté. J'ai souri largement pour l'appareil photo, mais au lieu d'appuyer sur le bouton et de rire de la photo comme nous l'avions fait l'autre jour, le père de Nikki m'a dit que je devrais essayer d'être plus jolie. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire par plus jolie, alors j'ai juste souri un peu et je l'ai tenu pendant 1 seconde, avant qu'il ne me corrige à nouveau. Comme vous pouvez l'imaginer, il a continué, pinaillant jusqu'à que je lâche mes cheveux, me disant de me pincer les joues avant chaque photo, car selon lui, j'étais plus jolie. Et pendant tout ce temps, il n'avait pas pris une seule photo de Nikki. Parce que cela fait des décennies, et parce que j'ai réussi à bloquer la plupart de ces choses, je ne sais pas exactement ce qui a conduit à cela. Mais le père de Nikki m'a finalement convaincu de commencer à enlever des vêtements. D'abord ma veste, puis mes chaussettes. Et puis il a demandé à Nikki de monter dans le cadre. Pendant tout ce temps, Nikki était resté sur le côté, sans dire un mot, et sans me regarder non plus. C'était comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas, mais il avait trop peur pour le dire. Et ce qui s'est passé est exactement ce que vous pensez. Son père a pris des photos de nous et a posé plusieurs questions à Nikki. N'est-elle pas jolie? Tu ne trouves pas qu'elle est si jolie? Tu ne veux pas que ça soit ta petite amoureuse? C'était beaucoup de tout cela. Pendant tout ce temps, je suis resté complètement immobile, pas vraiment sûr de ce qui se passait. Si un autre garçon avait été là avec moi, je ne suis pas sûr que je serais resté aussi calme. Mais parce que c'était Nikki, je me sentais un peu en sécurité. Je n'avais pas l'impression que nous faisions quelque chose de mal. Nous avions esquissé un baiser, mais j'avais pas compris ce que ça voulait dire à l'époque. Mais je vous rassure, nous avons arrêté assez rapidement. Non pas parce que son père le voulait, mais parce que je devais rentrer à la maison. Ma mère est venue me chercher. Habituellement, mon frère le faisait pour pouvoir parler un peu avec la sœur de Nikki, mais il avait un entraînement de basket ce jour-là. Alors ma mère est venue à la place. Pour une raison quelconque, le père de Nikki n'est pas monté pour répondre à la porte. Il a demandé à Nikki de le faire et j'ai pris 1 seconde pour attraper ma veste, mes chaussettes et les remettre. Pendant ce temps, alors que le père de Nikki et moi étions seuls au sous-sol, il a dit qu'il reviendrait prendre plus de photos un autre jour et que je devais me maquiller la prochaine fois. Mais j'en avais pas à 8 ans. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais je n'ai pas insisté. J'ai juste récupéré mes affaires et je suis sorti de là pour rentrer à la maison. J'ai vu ma mère à la porte et elle m'a serré dans ses bras, me demandant comment était ma journée, et soudain, tout était redevenu normal. Pour moi, en tout cas. J'ai jeté un coup d'œil en arrière pour dire au revoir à Nikki, mais il avait déjà fermé la porte. Le lendemain, à l'école, il m'a complètement ignoré. Je suis allé à l'arbre et je l'ai attendu. La matinée, la récréation, après l'école, mais il n'est jamais venu. Je l'ai vu en classe, donc je savais qu'il était à l'école. Il ne voulait tout simplement pas traîner avec moi pour une quelconque raison. Cela a continué pendant le reste de la semaine, jusqu'au jour où ma mère a reçu un appel téléphonique de la maman de Nikki. J'étais dans le salon en train de regarder le catch avec mon frère, et je me souviens très bien du sourire de ma mère qui s'estompait alors qu'elle écoutait au téléphone ce que disait la mère de Nikki. Je me souviens avoir demandé ce qui n'allait pas, si Nikki était malade, mais ma mère ne m'a rien dit. Plus tard, elle a demandé à me parler dans ma chambre, et m'a demandé très clairement, ma chérie, qui était là chez Nikki l'autre jour? Était-ce sa sœur Angela ou quelqu'un d'autre? Dès que j'ai dit quelqu'un d'autre, ses yeux sont devenus larmoyants, et elle a demandé ce qui s'était passé. J'étais vague sur les détails parce que je n'étais pas vraiment sûr de ce qui s'était passé moi-même. C'était tellement flou pour moi à l'époque. La seule chose qui m'inquiétait était Nikki et pourquoi il m'avait ignoré. Parce que je ne voulais pas qu'il soit encore plus en colère contre moi et qu'il m'ignore encore plus longtemps. Alors, j'ai gardé le silence sur la caméra, disant juste que le père de Nikki nous regardait jouer et m'a dit que j'étais jolie. La dernière partie était apparemment suffisante pour déclencher un énorme drapeau rouge dans l'esprit de ma maman. Elle m'a fait un autre câlin, m'a dit qu'elle n'était pas en colère contre moi et que tout irait bien. C'est donc ce qui s'est passé. Apparemment, la mère de Nikki avait trouvé la caméra, avait interrogé Angela et Nikki à ce sujet et avait appris rapidement que leur père était venu à son insu. La règle était qu'il ne pouvait lui rendre visite que lorsqu'elle était à la maison, mais ces dernières fois, elle ne l'était pas. Le lendemain, j'ai trouvé Nikki sous l'arbre à l'école et il m'a dit très sérieusement qu'on ne pouvait plus être amis. J'ai demandé pourquoi et il a juste dit parce que. Il est allé jusqu'à me rendre le Polaroid de moi souriant comme une idiote, celui que j'avais échangé contre le Polaroid de lui.
les deux signifiant notre amitié. Parce que rien ne s'était vraiment passé, parce que le monde était un endroit différent il y a 20 ans, et parce que les photos n'étaient pas de nature explicite, rien n'est arrivé au père de Nikki. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je me souviens être allé au poste de police, leur avoir tout raconté avec ma mère à côté de moi, et avoir répété l'histoire à divers avocats, mais le mieux que nous avons pu accomplir a été d'empêcher le père de Nikki de voir Nikki et Angela. Apparemment, en venant à la maison quand la mère de Nikki n'était pas là, il avait rompu les termes de leur accord de garde. Quand tout fut fini, les réunions et tout le reste, Nikki et sa famille ont fini par déménager. Apparemment, Nikki savait que cela allait arriver. Et c'est pourquoi il m'a dit que nous ne pouvions plus être amis. J'aimerais vraiment vous dire que j'ai réussi à lui rendre la photo. J'aimerais vous dire que nous avons partagé une dernière fois une tasse de pudding ensemble. J'aimerais vraiment vous le dire, mais je ne peux pas, parce que ces choses-là ne se sont jamais produites. Il a déménagé et je suis resté là, seul. Et pendant très longtemps, je me suis assise seule à l'arbre pendant la récréation. Finalement, ce qui devait arriver arriva. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai finalement arrêté d'attendre qu'ils reviennent, j'ai arrêté d'être seul à l'arbre, et finalement, je suis redevenu une enfant heureuse. Mais je n'ai jamais, pas une seule fois dans ma vie, oublié Nikki ou ce qui s'est passé dans son sous-sol ce jour-là. Et c'est ainsi que s'achève la première partie de notre histoire. La suite de mon histoire se déroule pendant mes années lycée. Comparé à la première partie que vous avez écoutée, bon nombre d'années se sont écoulées. Ma vie avait beaucoup changé. La ville où je vivais n'était plus aussi dense et homogène qu'autrefois, particulièrement dans le lycée où je suis allé. C'était une école privée mixte, donc je devais porter un uniforme. Parce que mon frère était allé à la même école auparavant, et parce qu'il avait été incroyablement populaire parmi ses pairs, j'ai eu un peu d'avance sur l'échelle sociale. En d'autres termes, je n'étais plus une solitaire. J'avais des amis, et j'étais très impliqué dans le parascolaire, au point où les garçons m'aimaient vraiment, ce qui était un concept assez étranger, que je ne pouvais presque pas comprendre à l'époque. Mes parents étaient plutôt stricts avec moi, et ne me laissaient pas quitter la maison avant d'avoir fini mes devoirs, terminé ma part des tâches ménagères, etc. Au cours des 9 années qui se sont écoulées, mes cousins et mon frère aîné avaient quitté la maison. La plupart étaient à l'université ou vivaient seuls, travaillant à ce stade de leur vie. J'étais la plus jeune et la seule qui restait. La maison était vide maintenant, juste mes parents et moi. Enfant, j'avais toujours rêvé de vivre dans une atmosphère plus calme et moins encombrée, mais tout le chahut me manquait. C'était amusant avec le recul. En tout cas, parce qu'on me donnait rarement l'autorisation de sortir, surtout la nuit quand il y avait des fêtes, j'ai tout simplement décidé d'amener la fête à moi. Il y avait ce garçon dans mon lycée, Dan, qui, pour une raison qui m'échappe encore aujourd'hui, m'aimait vraiment beaucoup. Et il flirtait avec moi dans les couloirs du lycée, en classe et partout ailleurs. Il y avait des moments où je le trouvais près de mon casier, avec toujours une histoire amusante à me raconter. Son sac à dos en bandoulière sur une épaule, et la musique de ses écouteurs, remplissant l'espace entre nous durant nos conversations, finissant finalement par rentrer ensemble à la maison. Dans les rares occasions où j'étais finalement autorisé à sortir, je traînais toujours avec un ou deux amis et avec Dan. Souvent, il avait l'habitude d'amener ses amis, mais on finissait toujours par les abandonner pour pouvoir nous enfuir quelque part et nous embrasser. Pour une raison quelconque, cependant, nous n'avons jamais été officiels. Il n'avait jamais vraiment demandé, et pour être honnête, ça ne m'intéressait pas d'avoir un petit ami de toute façon. J'étais tellement concentré sur l'école et les activités parascolaires que je n'avais pas le temps pour une relation. Et lui non plus d'ailleurs. Nous étions à l'aise juste pour nous amuser ensemble. Quoi qu'il en soit, il a finalement exprimé son intérêt à faire passer notre relation au niveau supérieur. J'entends par là bien sûr coucher ensemble. À 17 ans, je n'étais jamais allé aussi loin auparavant. Je n'étais pas vraiment sûr de le vouloir la première fois qu'il me l'a demandé, mais plus j'y pensais, et plus on s'entendait, et plus je me disais pourquoi pas. Nous vivions tous les deux chez nos parents,
donc choisir un moment et un lieu était plutôt difficile. Étant le gentleman absolu qu'il était, il a suggéré sa voiture. Mais j'ai gentiment refusé et lui ai plutôt dit qu'il devait venir chez moi après l'école. Mes parents étaient tous les deux des bourreaux de travail, donc il n'était pas rare que je me retrouvais souvent seul à la maison. Il n'y avait aucun moyen que quelqu'un nous attrape. Tant que Dan garait sa voiture quelques rues plus loin et me suivait tranquillement à l'intérieur, tout irait bien. Et un jour, comme vous vous en doutez, c'est exactement ce qui s'est passé. Il s'est faufilé chez moi après l'école, je l'ai amené dans ma chambre et nous avons commencé à nous embrasser sur mon lit. Assez fort, pourrais-je même ajouter. Avant que je m'en rende compte, il était sur moi, tirant sur mes vêtements, et j'étais sous lui, rougissant violemment. Je lui ai demandé s'il pouvait fermer les rideaux et les stores, et il l'a fait rapidement. Quand il fut de retour sur moi, j'étais maintenant en tenue d'Ève, et il pouvait me voir comme personne ne m'avait vu auparavant. Tout se passait plutôt bien dans ma tête à ce moment-là. Il n'y avait rien qui pouvait mal tourner. Il était doux, patient, et j'étais vraiment dedans, jusqu'à qu'il le dise. Il recula de quelques centimètres et chuchota « Tu es si jolie, Rose ». Comme les autres fois où quelqu'un m'avait déjà appelé jolie, depuis mon CE2, que ce soit une camarade de classe, un parent ou une dame dans un magasin de vêtements, je me suis instantanément figé sur place. Je détestais qu'on m'appelle jolie. Ce n'était pas un événement si courant, remarquez, mais quand cela arrivait, tout mon corps devenait rigide et j'entendais ce mot dans la voix d'un homme. Un homme adulte avec un appareil photo Polaroid dans les mains et un regard dans les yeux que je ne peux décrire que comme affamé. Étant donné que nous venions tout juste de nous connaître, Dan n'avait aucune idée de pourquoi je n'aimais pas le mot jolie. Il a pensé que j'étais juste un peu incertaine et qu'il fallait me rappeler à quel point il pensait que j'étais mignonne. Je voulais évidemment pas lui dire la vraie raison, de peur que cela le fasse fuir. C'était une personne gentille, mais c'était aussi un adolescent, normal, qui, à ma connaissance, vivait heureux dans sa bulle. Je l'enviais à cause de ça. Pourtant, il m'a senti devenir rigide, et il s'est instantanément excusé. Nous avons pris un moment pour reprendre notre souffle, puis je ne sais pas, j'ai repoussé ces souvenirs au fond de mon esprit, et j'ai poursuivi ce que j'avais prévu de faire cet après-midi-là. Et nous avons fini par faire ce pourquoi nous étions chez moi. C'est tout. Je m'attendais à moitié à ce qu'il m'ignore à l'école le lendemain, mais il ne l'a pas fait. Il passa son bras autour de moi, s'enserrait pour que je ne me sente pas prise au piège, et me guida vers sa table de déjeuner et celle de ses amis. Tout était cool. Je l'aimais vraiment de plus en plus, et nous avons fini par l'officialiser. J'ai décidé qu'il était temps que je le présente à ma famille. Alors je l'ai ramené à la maison, et j'ai expliqué à mes parents que Dan et moi sortions ensemble. Ils ont été un peu interloqués, mais ils l'ont tout de même accueilli. Mes parents étaient toujours des fervents et grands fans de hockey. Alors ils ont été agréablement surpris quand je leur ai dit que Dan faisait partie de l'équipe de hockey de notre école. Il était vraiment très bon et j'étais allé à quelques-uns de ses matchs, ici et là, pour le voir jouer. Finalement, je suis allé chez Dan pour rencontrer sa famille. C'était ma première fois et j'étais très nerveuse. Je savais qu'ils étaient de bonnes personnes pour avoir élevé un si gentil garçon. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter un peu. Et s'il ne m'aimait pas? Et s'il pensait que je n'étais pas assez bien? En bref, le mélange habituel de pensées dans une situation de type rencontre avec les parents de son mec, je présume. En tout cas, ils m'ont accepté assez rapidement. J'ai ajouté le frère et la sœur de Dan sur Facebook, car c'était la norme à l'époque. Les gens avaient pour habitude d'ajouter n'importe qui, peu importe la distance ou l'affect que vous aviez avec la personne. En 2007, c'était aussi une chose assez nouvelle pour l'époque. Pour autant que je sache, seuls les étudiants universitaires l'avaient avant. Donc pour nous, c'était vraiment très cool. Et les personnes avec le plus grand nombre d'amis étaient évidemment les personnes les plus cool. Je veux dire peut-être que 2 ou 3 semaines plus tard, je suis rentré de l'école et j'ai fait comme d'habitude. J'ai sauté sur un MSN et j'ai discuté avec des amis tout en écoutant de la musique et en étudiant. Et curieusement, je me souviens encore de la chanson que j'écoutais quand c'est arrivé. J'ai fait une pause dans les livres, cliquant de manière totalement distraite et au hasard sur mon ordinateur, quand j'ai soudain vu une notification apparaître
dans la fenêtre où j'avais Facebook ouvert. J'ai cliqué dessus, m'attendant à recevoir encore une énième notification d'application pour l'un de ces jeux ennuyants auxquels tout le monde jouait, mais j'ai vite réalisé que mes soupçons étaient erronés. Ce n'était pas une notification de jeu vidéo, c'était une demande d'amis d'un garçon nommé Nicky. Pendant une seconde, je ne pouvais pas y croire. Je me suis en quelque sorte figé et j'ai regardé son nom comme s'il allait se transformer en quelque chose d'autre. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est jamais arrivé. Les lettres sont restées exactement telles qu'elles étaient et j'ai fait glisser le curseur sur le bouton « Accepter », planant dans mes pensées pendant quelques secondes avant de cliquer rapidement dessus. J'ai accepté la demande d'amis et je dois vous avouer que j'ai traqué l'entièreté de son profil. Les commentaires sur son mur, les applications, les personnes de sa liste d'amis et éventuellement ses photos aussi. J'ai passé 3 bonnes heures à analyser son profil, au point qu'il faisait déjà nuit dehors quand je me suis finalement arrêté. J'ai réalisé qu'il était allé à la même école que le petit frère de Dan, celle de la ville voisine. Il faisait apparemment partie de la même équipe de débat. Et d'après ce que j'avais recueilli dans mon innocent espionnage, Nicky avait vu l'un des commentaires amusants que j'avais laissés sur l'une des photos du frère de Dan. Il avait sûrement reconnu mon nom et m'avait demandé en ami. C'était une image idiote, quelque chose d'Halloween si je me souviens bien. Je me souviens avoir pensé à quelque chose en regardant les photos du profil de Nicky. Premièrement, ses cheveux étaient différents, un peu plus foncés, mais toujours légèrement blonds. Deuxièmement, il était beaucoup plus grand. Et troisièmement, il était le portrait craché de son père. J'ai senti une boule dans ma gorge, une boule qui n'a pas vraiment disparu jusqu'à ce que ma mère m'appelle pour dîner. En un instant, mes parents ont compris que quelque chose n'allait pas. Ils n'ont pas demandé, ils savaient juste. Pourtant, j'ai fait de mon mieux pour agir normalement et me bourrer le visage comme je le fais habituellement. Mais vous connaissez les mamans, non? Elles peuvent tout savoir. Une fois le dîner terminé, je portais nos assiettes vides dans l'évier et je commençais à les laver à la main, comme je le faisais tous les soirs. Pendant tout ce temps, je pensais à Nicky, à la façon dont il avait l'air si heureux sur ses photos et au fait qu'il m'avait ajouté de nulle part. Honnêtement, j'avais envisagé de le rechercher sur Facebook plusieurs fois, mais je n'étais jamais allé plus loin. En partie parce que j'avais peur qu'il ne se souvienne pas de moi, et en partie parce qu'il avait très clairement coupé les ponts avec moi avant de déménager. Je n'avais aucune idée s'il voulait même avoir de mes nouvelles. Le fait qu'il m'ait ajouté, cependant, avait mis fin à mes interrogations. Je montais ensuite à l'étage, me glissant dans ma chambre avec les lumières éteintes, et me laissais tomber sur mon lit. Cette fois, il y avait un message de lui. « Hé Rose, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais j'avais l'habitude de te voler tes tasses de pudding quand nous étions enfants. » Je couvrais ma bouche en riant. Je n'arrivais pas à croire qu'il s'en souvenait. Les de tasses de pudding. C'était hilarant et mignon et tellement inattendu. J'ai rapidement tapé une réponse. Quelque chose comme « Tu as de la chance que je ne facture pas d'intérêt ». Et nous sommes immédiatement tombés en conversation l'un avec l'autre. Nous avons dû nous envoyer des messages pendant des heures ou sûrement durant toute la nuit. Apparemment, lui et sa famille avaient déménagé de l'autre côté du pays quand nous étions enfants, mais il était de retour de ce côté maintenant. Sa mère est allée à l'école culinaire et a immédiatement décroché un emploi dans les restaurants chics du centre-ville. Elle était devenue chef de cuisine. Sa sœur, Angela, était en dernière année d'université, avec en matière principale la psychologie. Nicky, d'autre part, était encore au lycée comme moi. Élève modèle, équipe de débat. Il avait aussi une voiture, une superbe Honda Civic. Il semblait qu'ils allaient tous très bien et j'étais tellement heureuse d'entendre ça. Pendant des années, j'ai pensé à eux, me demandant où ils étaient, ce qui s'était passé, s'ils allaient bien, s'ils étaient toujours en vie, et c'était donc agréable de savoir que toute la petite famille se portait pour le mieux. Au cours des jours suivants, nous avons échangé nos numéros de téléphone et avons commencé à nous envoyer beaucoup de SMS. C'est arrivé au point où mes amis commençaient à le remarquer. J'étais toujours sur mon téléphone plus que d'habitude. Chaque fois qu'ils ont demandé, j'ai dit que j'envoyais un texto à Dan. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je pouvais très bien leur dire la vérité, pas vrai ? Oh, j'envoie un texto à Steve qui avait été contraint de faire des choses horribles avec moi quand nous étions enfants. Ouais, non, j'y arrive pas. Je savais que parler de Dan
était le moyen le plus rapide pour qu'il me laisse tranquille. Mais Dan a finalement remarqué. Je veux dire, je n'étais pas beaucoup sur mon téléphone, il était juste un fin observateur. Un jour, alors que nous roulions quelque part avec sa voiture, il m'a ouvertement demandé à qui j'envoyais des textos. Et je voulais lui mentir, mais j'ai finalement décidé de ne pas le faire. Dan était bon avec moi, et il était temps qu'il sache la vérité. Je lui ai alors tout raconté, du début jusqu'à la fin. Tout ce que vous savez sur mon histoire, Dan le sait également. Il a écouté très attentivement, jusqu'au moindre détail, puis il m'a demandé « Alors, ce type était ton premier baiser ?» Je ne savais pas si j'étais blessée ou confuse par cette question. Je venais de passer mes 20 dernières minutes à lui dire l'un de mes secrets les plus profonds, les plus sombres, et sa seule conclusion était le baiser. J'ai en quelque sorte compris le raisonnement de Dan. Dans son esprit, il pensait qu'il était le premier garçon qui m'avait embrassé. Il était toujours le premier dans mon esprit, mais étant un garçon de 17 ans, il ne le voyait pas de cette façon. Il n'était pas en colère, juste un peu choqué, je pense. Et aussi, il avait en fait vu Nikki en personne à quelques reprises, lors des matchs de l'équipe de débat de son petit frère. Pour une raison quelconque, il a également mentionné que sa sœur pensait que Nikki était mignon, comme s'il essayait de m'amener à dire que je pensais également que Nikki était mignon. De vous à moi, c'était une tentative pathétique de sa part, que j'ai bien évidemment ignorée. J'ai sérieusement envisagé de rompre avec lui après ça, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Aussi difficile que cela ait pu être pour moi de devoir lui dire tout ce qui s'était passé, c'était aussi immensément difficile pour lui, mon petit ami, de digérer ce nouveau côté de moi dont il ignorait absolument l'existence. Nous nous sommes donné le bénéfice du doute et je lui assurai plus tard qu'il n'y avait rien de romantique entre Nikki et moi. Peut-être que si les choses s'étaient déroulées différemment quand nous étions enfants, nous aurions éventuellement développé des sentiments romantiques, ou au moins joué avec l'idée, mais la possibilité que cela se produise était de 0%. En fait, cette pensée ne m'avait jamais traversé l'esprit jusqu'à ce que Dan m'en parle. Une fois la nuit terminée et de retour dans ma chambre, j'ai décidé de réduire ma communication avec Nikki. C'était agréable de reprendre contact avec lui, mais je ne pouvais pas laisser une ancienne amitié s'infiltrer dans ma nouvelle relation. De plus, c'était impoli de ma part de lui envoyer des textos tout le temps. Je lui expliquai cela et il a compris sans poser plus de questions. Nous nous sommes souhaités une bonne nuit et nous avons passé les semaines suivantes à s'ignorer. J'en suis arrivé au point où j'ai commencé à me demander si j'avais dit quelque chose de mal, si j'aurais pu mieux le formuler quand je lui ai dit que nous devions y aller doucement. Passer de près d'une décennie sans aucun mot, à parler tout le temps, à soudainement ne plus parler, était en quelque sorte, ça m'a fait peur, pour être honnête. Je ne voulais plus perdre Nikki. Que je veuille l'admettre ou non, il a joué un rôle important dans ma vie, et moi, dans la sienne. Nous avions évité le sujet pendant un certain temps, choisissant uniquement de discuter de choses amusantes et heureuses. Mais le jour où il a demandé à me voir en personne, j'ai su pourquoi. C'était en mars, la température extérieure était encore glaciale, complètement hivernale. J'ai demandé à ma mère si je pouvais emprunter la voiture pour quelques heures, et elle m'a bien sûr demandé pourquoi. Les rares fois où on m'a donné la voiture, c'était uniquement pour faire des courses comme aller chercher des œufs ou du lait à l'épicerie, quand mes parents étaient trop occupés pour le faire. À ce stade, ma mère n'avait aucune idée que Nikki et moi, nous étions de nouveau en contact. Je ne lui ai pas caché volontairement, je ne savais juste pas par où commencer. Comment aborder le sujet Nikki, sans bouleverser ma mère d'une manière ou d'une autre. Elle n'était pas en colère contre lui, juste les détails qui l'entouraient, son nom, son ancienne maison, son père. Je n'étais juste pas prête à tout lui dire. Pas encore. La seule personne à qui j'en ai parlé était Dan, et il était étonnamment favorable. J'ai fini par prendre le train jusqu'au lieu de rendez-vous que Nikki avait suggéré, et j'ai finalement vu sa voiture s'arrêter, la fameuse Civic qu'il aimait tant. Pour être honnête, j'étais un peu nerveuse. Je ne savais pas à quoi m'attendre, comment agir, comment réagir. La dernière fois que nous nous étions vus, c'était il y a 9 ans,
Près d'une décennie s'était écoulée. Tant de choses avaient changé. Oui, nous étions les meilleurs amis du monde en CE2, mais le type que je rencontrais maintenant était pratiquement un étranger pour moi. Mais quand il est sorti de sa voiture et qu'il m'a vu, le nœud que j'avais à l'estomac s'est immédiatement dissipé. Mais je ne vais pas vous mentir, ce n'était pas aussi facile que vous le pensez. C'était très, très gênant. Nous nous sommes promenés un peu, avons pris un café au Starbucks voisin et avons comblé les longs intervalles de silence avec des éclats de rire nerveux et des phrases qui se sont souvent interrompues dans le silence. Nous avons dû passer 1 heure à faire exactement cela, jusqu'à ce que finalement Nikki me demande si je voulais faire un tour en voiture. Il faisait froid dehors, alors j'ai accepté. Nous sommes montés dans sa voiture, lui sur le siège du conducteur et moi sur le siège du passager. Il a mis le moteur en marche et s'est retiré de la place de stationnement avec une grande facilité. Cela ne m'a pas réellement surpris, le fait qu'il soit un si bon pilote. Il avait toujours été un enfant très doué. En particulier, les choses que moi je trouvais difficiles, pour lui c'était d'une grande facilité. Et, je vous laisse deviner, j'étais une horrible conductrice. Donc ça avait du sens, pas vrai? Et enfin, nous sommes entrés dans le vif du sujet. Nous avons discuté des jeux vidéo, du dernier épisode de Lost, parce que c'était vraiment quelque chose à l'époque, et de nombreux autres intérêts ringards que nous partagions tous les deux. La conversation s'est finalement déplacée vers un autre sujet. Nikki a posé des questions sur Dan. Il savait que j'avais un petit ami. J'avais mentionné ma relation ici et là, mais je n'étais pas vraiment du genre à m'éterniser. Pourtant, il a demandé, alors j'ai répondu. Et nous avons ensuite abordé le sujet de sa vie amoureuse. Il s'avère qu'il n'était jamais sorti avec personne. Ce n'était pas faute d'option, j'en étais sûr. Il était juste occupé, dévoué à l'école et que sais-je encore. Cette partie ne m'a pas vraiment surprise. Nikki ne m'avait jamais vraiment parlé de filles auparavant, alors j'ai pensé qu'il préférait voler en solo. Au cours de l'heure suivante, nous sommes retournés à nos anciens terrains de jeu. Je pouvais dire par l'expression de son visage qu'il n'était pas revenu depuis son départ, il y a des années de cela. Il a été tellement surpris par tous les changements, les nouvelles maisons qui avaient été construites, les vieilles entreprises qui avaient été démolies pour faire place à de nouvelles. Je ne pouvais pas dire s'il était heureux ou triste, c'était difficile à cerner. Il finit par tourner dans le cul-de-sac où il habitait, s'approchant lentement de son ancienne maison. Étonnamment, elle était toujours là, en place. Une nouvelle famille y vivait. En passant devant la maison à l'extérieur, nous avons pu apercevoir un jeune enfant qui jouait, exactement là où Nick et moi jouions ensemble, il y a des années de cela. Nikki s'est arrêté quelques maisons plus loin, retirant soigneusement ses clés du contact. Je me suis dit qu'il y aurait un moment, une seconde où nous pourrions rassembler nos pensées et trouver quoi dire. Comment le dire? Mais il a juste laissé échapper les premiers mots qui lui sont venus à l'esprit. Je suis vraiment désolé. Il s'est excusé auprès de moi, comme s'il sentait que ce qui s'était passé était de sa faute. Je ne pouvais pas croire qu'il ait passé toutes ces années à se blâmer pour quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, dans une situation dans laquelle il était autant, sinon plus, une victime que moi. Je lui ai dit tout de suite qu'il n'avait rien à se reprocher. Je savais un peu que c'était en partie la raison pour laquelle il avait coupé les ponts avec moi. Il se sentait honteux, gêné que ce soit son propre père. Je lui ai répété maintes et maintes fois que ce n'était pas sa faute, mais il a dit quelque chose comme « C'était ma maison, tu étais mon ami, et il était mon père. » À ce moment de l'histoire, je dois vous avouer que j'étais en pleurs. Cela m'a littéralement brisé le cœur qu'il ait dit cela, qu'il se sente ainsi. Il n'était nullement fautif. Pas par un effort d'imagination, le seul fautif était l'adulte dans la situation. Oui, cet homme était son père par le sang, mais c'était tout. C'est là que la relation a commencé et s'est terminée. Ils n'avaient rien en commun, au-delà de cela, et quelques similitudes physiques. Il a été blessé, je pouvais le voir sur son visage et l'entendre dans sa voix. Il était profondément blessé, et je ne pouvais rien faire d'autre que prêter l'oreille. Soudain, j'ai vu des traces de ce garçon de 8 ans, celui qui ne pouvait pas me regarder dans les yeux quand nous étions seuls dans ce sous-sol avec son père.
Rose va préciser qu'ils ont longuement parlé dans cette voiture. Et une fois que tout a été dit, il l'a raccompagnée chez elle. Mais avant de se quitter, Rose va lui dire un petit secret. Un petit secret qu'elle voulait lui dire depuis pas mal de temps. Elle lui dira qu'elle a encore en possession sa photo qu'il lui avait donnée au moment où il a déménagé. Et elle est prête à lui rendre cette photo, mais à une seule condition. C'est que cette fois, il doit rester dans sa vie. Nicky va d'abord être surpris, puis ensuite il va être amusé par cette situation. Rose va alors lui rendre cette photo, et elle précise qu'ils vont traîner beaucoup ensemble durant cette année-là. Mais si vous pensez que l'histoire s'arrête ici, laissez-moi vous dire que vous vous trompez lourdement. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer dans cette histoire. Mais ça, c'est pour la troisième et dernière partie de notre histoire. Nous nous étions arrêtés en 2007, lors de ma dernière année de lycée. À cette époque, Chris Brown était toujours un bon gars aux yeux du public. Britney Spears et Kevin Federline s'étaient récemment séparés. Et Michael Jackson était toujours en vie, et mon petit ami du lycée et moi avions atteint une impasse dans notre relation. Nous avons été acceptés dans 2 universités différentes, situées de part et d'autre du pays. Il se déplaçait de l'autre côté du pays, pendant que moi, je restais chez moi. La bonne nouvelle, nous avons été acceptés dans nos premiers choix. La mauvaise nouvelle, notre relation était fortement compromise. Nous avons décidé de profiter du temps qu'il nous restait ensemble, puis de nous séparer. Je n'aimais pas beaucoup les relations à longue distance, et je voulais me concentrer davantage sur mes études que sur le fait de m'assurer que mon petit ami de l'époque soit fidèle à l'autre bout du pays. Dan a accepté, nous étions exactement sur la même longueur d'onde quant à l'avenir de notre relation. Lorsque le moment fut venu pour nous de nous dire au revoir, je me suis assuré de lui faire savoir qu'il avait été un petit ami parfait avec moi. Bien sûr, nous avons eu nos moments, mais ça en valait la peine. Je peux dire en toute sécurité que j'ai eu de la chance dans notre relation. J'ai entendu tellement d'histoires horribles de petits amis manipulateurs, mais Dan, lui, n'était pas de cela. C'était une belle personne. Donc, quelques mois après mon entrée à l'université, quand j'ai entendu qu'il sortait avec une autre fille de son école, je n'ai pas du tout été surprise. Dan était un charmeur, bien sûr. Il y avait une autre fille. Elle était mignonne. Je n'avais vu que quelques photos sur les réseaux sociaux, mais oui, elle était vraiment très jolie. Elle était très mignonne, très pétillante, et exactement le type de fille que j'avais toujours imaginé pour Dan. En d'autres termes, j'étais heureuse pour eux. Ne vous méprenez pas. J'ai eu mes moments de jalousie, mais j'étais surtout contente pour eux. Le fait que j'ai été soudainement poussé à l'université et obligé à me faire de nouveaux amis m'a aidé à me distraire de ces minuscules étincelles de jalousie. Je n'étais plus jalouse et j'ai finalement rencontré cette fille quand Dan l'a ramenée à la maison pour Noël. Notre groupe d'amis, soudés du lycée, s'était retrouvé dans l'une de nos maisons la veille de Noël. Dan m'a poliment présenté sa petite amie et nous nous sommes très bien entendus. C'était vraiment une gentille fille. Elle l'est toujours d'ailleurs. À l'heure où je pose mes mots sur mon papier blanc, Dan et cette fameuse fille sont mariés. C'est fou, pas vrai? La nuit suivante, alors que j'étais avec ma famille et des voisins pour Noël, j'ai réalisé à quel point la maison me manquait. L'école n'était pas trop loin, peut-être à 2 heures de route, mais pendant ces derniers mois, j'ai fait de mon mieux pour ne pas rentrer chez moi et tomber dans de vieilles habitudes confortables. Je voulais grandir et me séparer un peu de ma famille. Cela dit, j'ai pleuré quand je les ai revus. Mon frère s'est moqué de moi pendant des années à cause de ça. En fait, il le fait toujours. C'est une sorte de comme ça, mais dans le bon sens du terme. Je dirais qu'on s'approchait de minuit, je me suis dirigé vers mon ancienne chambre, où tout était resté exactement à la même place. Rien n'avait bougé depuis mon départ. Comme si pour mes parents, c'est, et ça devait être, un sanctuaire immuable par le temps. Le murmure de la musique et des rires en bas m'ont gardé quelque peu en alerte de mon environnement. Je savais que ma mère ou mon père ne tarderaient pas à venir frapper pour voir si je voulais un dessert, ou quelque chose comme ça. Alors je me suis dit que je ne me reposerais que quelques minutes. À la seconde où je me suis effondré dans mon lit et que je me suis enfoncé dans le matelas confortable dont j'avais été privé durant toutes ces nuits de dortoir, j'ai senti ma poche vibrer. Je gémis dans mon oreiller, sortant paresseusement le téléphone à clapper de ma poche pour voir que j'avais reçu un message de Nicky. Joyeux Noël.
Même si je me sentais fatigué, j'ai souri quand j'ai vu le message. Il y avait des moments où nous passions des mois sans parler, et des moments où nous parlions presque tous les jours. Peu importe combien de temps nous étions restés sans parler, nous reprenions toujours exactement là où nous nous étions arrêtés, comme si le temps ne s'était jamais écoulé. Il allait à l'école dans la même ville que moi, mais pour une raison quelconque, nous ne nous étions pas revus depuis la dernière fois. Ce n'est pas faute d'avoir essayé plusieurs fois au début, en organisant un déjeuner ou un café quelque part dans la ville, mais les plans changeaient toujours. À chaque fois, il y avait des imprévus. Mais la majorité du temps, c'était lui qui annulait. J'ai pensé qu'il voulait se concentrer sur ses études ou passer plus de temps avec ses nouveaux amis, ce qui était totalement ok pour moi, car j'essayais de faire la même chose. Mais ça me faisait juste un peu de mal que ça soit devenu bizarre entre nous. Cela dit, je n'avais aucune idée de comment répondre à son message. Honnêtement, je voulais l'appeler et savoir ce qu'il faisait depuis septembre, mais j'ai résisté à cette envie et j'ai plutôt envoyé une courte réponse. Toi aussi. Quelques secondes plus tard, il m'a envoyé un nouveau texto. T'es dispo pour parler ? Je ne savais pas trop quoi en penser. Au cours de ces 4 derniers mois, il m'avait annulé 12 fois au total. Je n'avais absolument aucune idée de ce dont il aurait pu vouloir me parler, mais la partie curieuse de mon cerveau a pris le dessus, et j'ai dit oui. En un rien de temps, il m'a appelé et j'ai répondu. Je pensais qu'il aurait un moment de flottement, mais il n'y en a pas eu. Il est allé directement à la jugulaire. Hé Rose, désolé de te déranger pour Noël, c'est juste que... Ça me manque de traîner. Traîner te manque ? Avec toi, tu me manques. Oh. Ouais. Désolé de sortir ça de nulle part. Je te laisse, tu dois probablement être occupé là. Non, attends. Tu me manques aussi. Vraiment ? Bien sûr, j'ai essayé de te voir pendant des mois. Ah oui, désolé d'avoir autant annulé. C'est ok, c'est bon. On n'est plus des enfants maintenant. J'imagine qu'on peut plus se voir quand on en a envie comme avant. Et maintenant, tu veux sortir maintenant ? Ben oui, pourquoi pas ? Si je pars maintenant, je peux être chez toi dans 20 minutes, je pense. Ta famille ne va pas être en colère si tu les abandonnes le soir de Noël ? J'ai plutôt l'impression qu'ils m'encouragent à te voir. Ok, dans ce cas, viens. Mais prends ton temps, s'il te plaît. Ne fais pas de dingueries sur la route. Avec la neige, c'est vraiment dangereux. Ça marche, je vais essayer. En quelques secondes, j'étais debout, faisant les 100 pas dans ma chambre. Je jetais un coup d'œil à la fenêtre de temps en temps pour voir s'il était arrivé, mais il n'y avait pas de phare et aucun signe de lui sur la route. J'ai pensé que les routes étaient couvertes de neige, ce qui devait sûrement le ralentir. Pendant une seconde, j'ai envisagé d'appeler sa mère pour vérifier quand il était parti par rapport au temps qui s'était écoulé. Au moment où j'ai attrapé mon téléphone pour le faire, je l'ai senti vibrer dans la paume de ma main. En 2 secondes environ, j'ai attrapé mon manteau et je me suis faufilé hors de la maison sans être détecté, laissant une minuscule trace d'empreinte de pas dans la neige, alors que je sautais vers la Honda Civic garée le long du trottoir. À mon grand soulagement, il avait augmenté le chauffage, apportant une bouffée de chaleur sur mes joues alors que je montais à l'intérieur. Il avait à peu près le même aspect que la dernière fois que nous nous étions vus, sauf que maintenant il était habillé pour l'hiver au lieu de l'été. Le fait que nous n'avions pas traîné ensemble depuis août avait vraiment commencé à s'imposer. Je suis tombé dans le silence avant de lui lancer un regard en lui demandant « Alors, comment ça va ?» Il m'a dit qu'il allait bien, que l'école de cinéma était meilleure qu'il ne le pensait et qu'il apprenait beaucoup dans ses cours. J'étais contente pour lui. Quand nous étions enfants, nous avions toujours l'habitude de reconstituer des scènes de nos dessins animés préférés, comme Power Rangers ou Tortue Ninja. Je me souviens très bien de son côté autoritaire quand il prenait les prises. Si j'avais su que sa passion était d'être réalisateur, je l'aurais encouragé davantage. Inutile de vous dire que j'étais très fier de lui. Une fois que nous avons épuisé tous les sujets bidons, comme l'école, nos emplois du temps, nos vies amoureuses inexistantes, nos amis, notre famille, nous avons atteint une impasse, métaphoriquement. Il n'y avait rien d'autre à dire, pas de mots pour remplir ces larges moments de silence. Je me souviens d'avoir jeté un coup d'œil vers la maison de mes parents. Les lumières de Noël étaient allumées et les stores étaient ouverts, révélant l'arbre que ma mère avait décoré des semaines auparavant, et les différentes silhouettes de tous les invités.
Ils étaient tous dans le salon, riaient, buvaient et avaient vraiment l'air de s'amuser. Bientôt, Nikki jeta un coup d'œil dans ma direction et prononça l'inévitable. « Tu devrais rentrer. Tes parents doivent probablement se demander où tu es et sont sûrement inquiets. » Il avait raison. Il y avait une fête en cours pourtant. Pourtant, je m'en foutais. J'ai hésité un instant pour finir par lui demander « Tu veux rentrer un peu ?» Je pouvais voir la lueur de surprise dans ses yeux et le débat avec lui-même qui s'ensuivit. Sans rien dire, il m'a suivi hors de la voiture et à travers la porte d'entrée de la maison. J'ai enlevé mes bottes d'hiver et j'ai tourné la tête au coin de la rue pour m'assurer qu'un de mes proches curieux ne regardait pas, avant de monter le chemin vers l'étage. Nous montâmes les escaliers sur la pointe des pieds et nous entrâmes dans ma chambre. Le couvre-lit encore ébouriffé depuis que je m'étais effondré dessus après le dîner. J'enlevai mon manteau et le suspendis, dos à Nikki alors qu'il était tranquillement près de la porte. Nous l'avons laissé ouvert d'un pouce ou deux, juste assez pour pouvoir entendre si quelqu'un s'approchait. Il n'y avait vraiment aucune raison d'être si discret et sournois. Ma famille aimait Nikki. En fait, ma mère m'avait demandé de l'inviter à la fête, mais je lui ai dit qu'il était probablement occupé avec sa propre famille. Pourtant, il était là, dans ma chambre. Dans ma mémoire, c'était sa première fois là-haut. Les quelques fois où il était venu chez moi quand nous étions enfants, mes parents nous faisaient jouer dans le salon ou dans le jardin, où ils pouvaient nous surveiller. Nous n'avions pas le droit de monter seuls au deuxième étage de la maison. En quelques secondes, il étudiait son nouvel environnement. La couleur des murs, les photos collées sur le tableau d'affichage, les livres bien rangés le long de l'étagère, il étudia tout. Au moment où il a repéré Twilight dans ma collection, il a ri. J'ai essayé de lui faire croire que c'était une amie qui me l'avait acheté, mais bon, j'étais une fan absolue de cette série. Ça ne servait plus à rien de nier. Peu de temps après, l'atmosphère est devenue moins tendue. À ce moment-là, il a envoyé un texto à sa mère et lui a dit qu'il allait rester un peu plus longtemps chez moi. Elle avait apparemment commencé à sortir avec un nouvel homme. Et les deux adolescents de son nouveau petit ami étaient également à la maison, ainsi qu'Angela et son fiancé. Donc leur maison n'était pas complètement vide sans Nikki. J'étais très heureuse pour sa mère. Elle méritait vraiment un homme bien dans sa vie. Et selon son fils, son nouveau mec était très gentil. Nous avons fini par descendre ensemble, car ça ne servait à rien de se cacher dans ma chambre comme deux lycéens. Je l'ai présenté à quelques-uns de mes proches. Bien sûr, ils l'ont d'abord pris pour mon petit ami, mais je les ai immédiatement repris. Mes parents l'ont chaleureusement accueilli, et mon frère lui a serré la main en lui offrant un verre. Pour des raisons évidentes, Nikki a refusé. D'abord, parce qu'il était encore mineur, et deuxièmement, parce qu'il devait conduire et que les routes étaient assez mauvaises. Nous avons traîné un peu dans la pièce principale, puis nous nous sommes glissés dans la cuisine pour grignoter quelque chose, et il nous a donné à la dégustation de magnifiques boissons non alcoolisées. C'était beaucoup plus calme dans la cuisine, et il y avait une belle vue à travers la fenêtre. Même s'il faisait froid et qu'il neigeait dehors, nous avons décidé de sortir sur le porche arrière, et de nous détendre pendant quelques minutes. Je ne vais pas vous mentir, il y avait une certaine tension que nous avions tous les deux ignorée pendant très longtemps. C'était peut-être la raison pour laquelle il m'avait si souvent annulé, parce qu'il essayait peut-être d'éviter ce qui était si évident. Il avait ce droit. Oui, nous avons partagé une histoire intense, et pour cette raison, nous nous sommes compris à un niveau que d'autres personnes ne pouvaient pas. Mais nous avions déjà parlé des souvenirs douloureux de notre passé. Alors qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi ne pourrions-nous pas simplement être amis ? Pourquoi était-ce toujours aussi compliqué ? Oui, il m'était venu à l'esprit qu'il avait peut-être des sentiments dans tout ça. Je n'avais aucune idée s'ils étaient romantiques, je savais juste que nous ne pouvions pas avancer dans notre amitié sans en parler. Le timing aurait pu être meilleur, mais je n'avais aucune idée de quand serait la prochaine fois que nous pourrions discuter. Alors, je me suis lancé. « Nikki, est-ce que tu m'aimes ?»« Bien sûr. »« Non, pas de cette façon. Je veux dire, est-ce que tu m'aimes ?»« T'es sérieuse ? Ok. T'as pas besoin d'être un gros non plus, hein. Je te demandais juste. » Ah, désolé, je voulais pas être un... Bref, mais si tu m'aimes pas, pourquoi tu m'évites ? Eh bien, tout d'abord, je n'ai jamais dit que je ne t'aimais pas. Bah, alors tu m'aimes. Tu veux l'entendre ?
Est-ce que c'est ta façon déguisée de me demander si moi aussi je t'aime bien? Je ne sais pas, et toi? Je ne sais pas. C'était beaucoup de ça, et beaucoup de danse autour de la vérité avant que je décide enfin de me jeter à l'eau et de l'embrasser. Laissez-moi vous raconter la fin de mon histoire. Nous nous sommes beaucoup embrassés cette nuit-là et avons caressé l'idée d'être ensemble. Mais nous avons finalement décidé qu'il était plus sage de prendre un peu de temps pour vivre, un peu de temps pour profiter, un peu de temps pour l'université. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes allés à différentes fêtes, nous sommes sortis avec d'autres personnes, nous avons participé à des programmes d'études à l'étranger, lui à Londres, moi à Séoul, puis, à la fin de ces 4 années, nous avons fait exactement ce que nous nous étions promis. Nous avons repris exactement là où nous nous étions arrêtés. Et c'est ainsi que s'achève la 3e et dernière partie de notre histoire. La première question que j'ai posée à ChatGPT est la suivante. Raconte-moi une histoire effrayante ou étrange en lien avec la Russie. Et voici sa réponse. À la fin des années 1940, des chercheurs soviétiques ont mené une expérience sur le sommeil, sur 5 prisonniers politiques, afin de tester les effets d'une privation prolongée de sommeil. Les prisonniers ont été gardés dans une chambre scellée et surveillés via des microphones et des verres à sens unique. Au début, les prisonniers parlaient entre eux et disaient se sentir bien. Mais après 5 jours, leurs conversations se sont transformées en divagations colériques et paranoïaques. Au 9e jour, ils ont commencé à crier et à pleurer, un prisonnier s'arrachant les cheveux et tentant d'attaquer les autres. Les chercheurs sont intervenus avec un microphone et ont demandé aux détenus pourquoi ils agissaient ainsi. Un prisonnier a répondu « Nous ne voulons plus être libérés ». Les autres hochèrent la tête en signe d'accord. Les chercheurs ont été perplexes face à cette réponse et ont décidé de poursuivre l'expérience. Au jour 14, les prisonniers avaient cessé de parler et bougeaient très peu. Les chercheurs ont supposé qu'ils étaient morts, mais lorsqu'ils sont entrés dans la chambre, ils ont trouvé les prisonniers encore en vie, mais gravement blessés. Un prisonnier s'était déchiré l'abdomen et tenait ses intestins, tandis que les autres avaient enduit leurs propres excréments sur les murs et sur le sol. Lorsque les chercheurs ont tenté de faire sortir les prisonniers de la chambre, ils ont riposté avec acharnement, déchirant leur propre chair et criant aux chercheurs de les laisser tranquilles. Après l'incident, le gouvernement soviétique a scellé les détails de l'expérience, mais des rumeurs ont commencé à circuler sur ce qui s'était passé. L'histoire est devenue une légende dans les forums en ligne, certains affirmant que l'expérience faisait partie d'un programme soviétique secret visant à créer des soldats contrôlés par l'esprit. Cependant, aucune trace officielle de l'expérience persiste, et de nombreux sceptiques affirment que l'histoire est simplement une légende urbaine. Quoi qu'il en soit, l'histoire de l'expérience russe sur le sommeil continue de captiver et de terrifier ceux qui l'entendent. Comme vous avez pu le voir avec cette première histoire, le résultat est très impressionnant. Mais la deuxième histoire, et surtout le niveau de détail que l'IA va donner, est encore plus troublante. Pour cette deuxième histoire, j'ai demandé à l'IA qui me parle de la Dame Blanche, une légende urbaine très connue en Europe, et notamment en France, que vous devez sûrement tous connaître. Mais est-ce que l'IA la connaît également? Voici sa réponse. La légende de la Dame Blanche est une histoire de fantôme qui a diverses versions à travers l'Europe. En général, la Dame Blanche serait le fantôme d'une femme décédée tragiquement, souvent dans des circonstances mystérieuses ou violentes, et qui hante désormais un lieu particulier. La Dame Blanche est généralement décrite comme portant une robe blanche ou un linceul, et souvent associée à un lieu spécifique, comme un château, une forêt ou un pont. Certaines versions de la légende suggèrent que la Dame Blanche semble avertir d'une catastrophe imminente
ou cherchait à se venger de sa mort prématurée. Dans d'autres versions, on dit qu'elle est un esprit bienveillant qui offre protection ou conseil à ceux qui la rencontrent. Alors que les détails de la légende varient d'une région à l'autre, l'histoire de la Dame Blanche est une partie populaire et durable du folklore européen. Certaines des versions les plus connues de la légende incluent la Dame Blanche de Rohan en France. La Dame Blanche du Rohan est une figure légendaire du folklore français médiéval. Selon l'histoire, la Dame Blanche était une belle jeune femme nommée Théodolinde de la Tour Rohan, qui vivait au château de Josselin en Bretagne au XIVe siècle. Théodolinde aurait été profondément amoureuse d'un jeune chevalier au nom de Bertrand d'Argentré, parti combattre pendant la guerre de Cent Ans. Un jour, Théodolinde apprit que Bertrand avait été tué au combat, et elle fut tellement accablée de chagrin qu'elle se jeta du haut de la plus haute tour du château. Après sa mort, le fantôme de Théodolinde a commencé à hanter le château, apparaissant aux visiteurs comme une belle jeune femme vêtue d'une robe blanche. On disait que la Dame Blanche était un esprit amical qui offrait aide et conseils à ceux qui en avaient besoin. Mais elle pouvait aussi se venger de ceux qui osaient l'offenser. L'une des histoires les plus célèbres de la Dame Blanche du Rohan concerne un groupe de soldats anglais qui avaient pris le contrôle du château pendant la guerre de Cent Ans. Les soldats auraient insulté et maltraité la Dame Blanche. Et pour se venger, elle a provoqué une grande tempête, inondant le château et noyant les soldats. La légende de la Dame Blanche du Rohan a été racontée sous de nombreuses formes au fil des siècles. Et son fantôme hanterait encore aujourd'hui le château de Josselin. Bien qu'il n'y ait aucune preuve historique pour soutenir l'existence de Théodolinde ou de la Dame Blanche, son histoire a traversé les siècles et continue de captiver l'imagination des gens du monde entier. Pas mal du tout, non? Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait limite peur qu'une intelligence artificielle arrive à répondre avec autant de détails, autant de nuances, alors qu'on parle juste d'un ordinateur. Bref, pour la troisième histoire, j'ai posé la question suivante. Raconte-moi une légende urbaine bien connue de là où tu viens. Et voici sa réponse. L'histoire de The Hook est une légende urbaine classique transmise de génération en génération. Selon la légende, un jeune couple est garé sur une allée des amoureux, écoutant la radio et s'embrassant, lorsqu'ils entendent soudainement un bulletin d'information sur un meurtrier évadé avec un crochet à la place de la main. Le tueur se serait échappé d'un établissement psychiatrique voisin et se cacherait dans la région. Le couple commence à se sentir mal à l'aise, mais ils rejettent leur peur et poursuivent leur activité. Soudain, ils entendent un tapotement sur la vitre de la voiture et ils regardent dehors pour voir une silhouette debout dans l'obscurité, brandissant un crochet. Pris de panique, le couple démarre la voiture et s'éloigne. Mais ils se rendent vite compte que la silhouette les suit. Ils roulent de plus en plus vite, mais la silhouette suit le rythme, toujours à quelques pas derrière eux. Finalement, le couple arrive à un pont et ils voient la silhouette debout au milieu de la route, bloquant leur fuite. Ils crient de terreur et font une embardée pour éviter de heurter la silhouette. Mais ce faisant, ils entendent le bruit du métal égratignant leur voiture. Lorsqu'ils retrouvent enfin leur sang-froid, ils regardent dehors et voient que leur voiture a été accrochée par la main prophétique du meurtrier. Ils sont alors pris au piège et il n'y a aucun moyen d'échapper à l'emprise du tueur. L'histoire de The Hook est un exemple classique de légende urbaine. Elle a été utilisée pour effrayer les gens depuis des générations. Malgré le fait que l'histoire soit purement une œuvre de fiction, elle continue d'être populaire et largement connue. Et elle reste l'une des légendes urbaines les plus durables de tous les temps. Personnellement, je connaissais pas du tout cette histoire, mais peut-être que c'est l'histoire ou la légende urbaine qui a inspiré les films d'horreur comme Souviens-toi l'été dernier. Pour la quatrième histoire, j'ai posé la question suivante. J'aimerais raconter une histoire effrayante à mon enfant. Peux-tu m'aider ?
et voici sa réponse. Il était une fois un petit village à la périphérie d'une forêt luxuriante. Les villageois vivaient des vies simples et paisibles, entourés de verdure luxuriante et d'air frais. Cependant, il y avait une partie de la forêt où personne n'osait entrer. Cette partie était connue sous le nom de Dead Woods, et les villageois pensaient que cette partie était maudite. Des années auparavant, une jeune fille avait disparu alors qu'elle jouait dans les bois. Et malgré une recherche approfondie, son corps n'a jamais été retrouvé. Depuis lors, des choses étranges avaient été signalées dans les bois morts, y compris des sons étranges et des apparitions fantomatiques. Les villageois évitaient la zone, mais la forêt était si vaste qu'il était difficile de rester complètement à l'écart. Un jour, un groupe d'adolescents du village partit en exploration dans les bois morts. Ils étaient curieux et ne croyaient pas à la malédiction. Mais alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, ils ont commencé à ressentir un malaise. L'air devenait plus froid et les arbres semblaient se refermer autour d'eux, bloquant le soleil et créant une obscurité inquiétante. Soudain, l'un des adolescents a crié. Ils étaient tombés sur une clairière au milieu des bois. Et au centre de la clairière se trouvait un arbre qu'ils n'avaient jamais vu. Il était énorme et son tronc noir était noueux, complètement tordu. Mais ce qui était encore plus troublant était le fait que l'arbre était entouré d'un groupe de petites figures fantomatiques. Les adolescents ont été terrifiés et ils ont essayé de courir, mais ils ont vite compris qu'ils étaient perdus. La forêt était un labyrinthe d'arbres identiques et ils ne pouvaient pas retrouver leur chemin. Ils se sont blottis ensemble, essayant de comprendre quoi faire, quand ils ont entendu une petite voix. C'était la voix de la jeune fille qui avait disparu des années auparavant. Elle leur a dit qu'elle était piégée dans les bois morts, son esprit lié à l'arbre au centre de la clairière. Elle a expliqué que l'arbre était une manifestation de la peur et de la culpabilité collective des villageois, et qu'ils avaient lentement consumé le village, rendant les habitants complètement fous. Les adolescents ont été horrifiés et ont réalisé qu'ils devaient détruire l'arbre et briser la malédiction. Ils rassemblèrent leur courage et retournèrent à la clairière, où ils combattirent les silhouettes fantomatiques et détruisirent finalement l'arbre. Quand ils sont revenus au village, ils ont constaté que la malédiction avait été levée. Les villageois n'étaient plus hantés par leur peur, et les bois morts n'étaient plus considérés comme hantés. Cependant, le souvenir de la jeune fille de l'arbre tordu hantait toujours les adolescents, qui savaient qu'ils ne pourraient jamais échapper complètement aux horreurs qu'ils avaient rencontrées dans les bois morts. Je sais que je me répète dans cette vidéo, mais le niveau de détail est juste incroyable. J'ai voulu voir ensuite s'il y avait qu'une seule réponse par rapport à une question, ou s'il en avait encore un peu sous le capot. Et voici sa réponse. Un été, une famille décide de louer une cabane dans les bois pour les vacances. Ils sont arrivés par une belle journée et ont passé l'après-midi à explorer la dite forêt et à profiter de l'air frais. À la tombée de la nuit, ils s'installèrent dans la cabane douillette et préparèrent le dîner. Alors qu'ils terminaient leur repas, ils entendirent frapper à la porte. Quand ils l'ont ouvert, ils ont trouvé un vieil homme qui se tenait là, l'air hagard et négligé. Il a supplié leur aide, expliquant qu'il avait été perdu dans les bois pendant des jours et des jours durant, et qu'il avait besoin de nourriture et d'un abri pour la nuit. Se sentant désolé pour le vieil homme, la famille l'a invité et lui a donné un repas chaud et un endroit pour dormir. Le lendemain, ils se sont réveillés pour constater que le vieil homme était parti, ne laissant derrière lui qu'une traînée d'empreintes boueuses menant dans la forêt. Au fil des jours, des choses étranges ont commencé à se produire autour de la cabane. Les objets se déplaçaient d'eux-mêmes et des bruits étranges pouvaient être entendus dans la nuit. La famille a commencé à se sentir surveillée et elle est devenue de plus en plus mal à l'aise.
Un jour, ils ont décidé d'explorer les bois, espérant trouver un peu de paix et de tranquillité. Mais alors qu'ils marchaient, ils sont tombés sur une clairière, où ils ont trouvé quelque chose d'horrifiant. Là, au centre de la clairière, se trouvait une effigie grossière faite de bâtons et de feuilles. C'était la forme d'un humain, et il portait les mêmes vêtements que le vieil homme qui était venu dans leur cabane. Réalisant qu'ils avaient involontairement accueilli une présence maléfique dans leur maison, la famille a fui la cabane et n'est jamais revenue. À ce jour, la cabane est abandonnée et les bois qui l'entourent seraient hantés par l'esprit du vieil homme, cherchant à se venger pour les mauvais traitements qu'il aurait subis par le passé. Pour la 6e histoire, j'ai demandé à Lia qu'il me raconte une affaire criminelle qui s'est passée dans les années 1900 en France. Et voici sa réponse. Une affaire criminelle bien connue en France au cours des années 1900 était le cas d'Henri-Désiré Landru. Landru était un tueur en série qui a opéré en France pendant la Première Guerre mondiale. Il était connu sous le nom de Barbe Bleue de Gambé. Landru était un charmeur à la voix douce qui s'attaquait aux veuves et aux célibataires solitaires, leur offrant de la compagnie et promettant de s'occuper de leurs affaires financières. Cependant, une fois qu'il aurait gagné leur confiance et eu accès à leur argent, il les tuait et se débarrassait de leur corps. Les crimes de Landru sont passés inaperçus pendant plusieurs années, notamment à cause de la guerre. Mais en 1919, la police a reçu une information sur un homme soupçonné d'avoir assassiné plusieurs femmes. Ils ont arrêté Landru et fouillé sa propriété, où ils ont trouvé des preuves de ses crimes irréfutables, notamment des ossements humains et des cendres. Lors de son procès, Landru a été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation de meurtre et il est condamné à la mort par la guillotine. Il a été exécuté en février 1922 et son affaire reste l'une des affaires criminelles les plus tristement célèbres de l'histoire de France. Le cas d'Henri-Désiré Landru est un rappel effrayant du danger qui peut se cacher derrière même les personnes les plus charmantes et les plus charismatiques. Et il sert de récit édifiant sur l'importance d'être prudent lorsqu'il s'agit d'étrangers. Pour la 7e histoire, j'ai demandé à Lia qu'il nous raconte une histoire d'horreur basée sur des faits réels et qui s'est déroulée en Angleterre. Pour les plus érudits d'entre vous, vous allez sûrement anticiper et deviner l'histoire que vous vous apprêtez à écouter. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, un tueur en série connu sous le nom de Jack l'Éventreur terrorisait les rues de Londres. Jack l'Éventreur aurait assassiné au moins 5 femmes, toutes prostituées, dans le quartier de Whitechapel à Londres entre 1888 et 1891. L'identité de Jack l'Éventreur reste un mystère à ce jour. Malgré de nombreuses enquêtes et théories au fil des années, ce que l'on sait, c'est que l'Éventreur était un tueur brutal et rusé, qui ciblait des femmes vulnérables et les soumettait à des attaques d'une violence horrible et incomparable. Les crimes de l'Éventreur ont suscité la peur et la panique dans tout Londres, et la police n'a pas pu l'attraper malgré tous ses efforts. Le règne de terreur de l'Éventreur s'est terminé aussi soudainement qu'il avait commencé, et il n'a jamais été arrêté ni traduit en justice. L'héritage de Jack l'Éventreur se poursuit à ce jour, et ses crimes ont inspiré d'innombrables livres, films et émissions de télévision. Malgré le passage du temps, le mystère entourant l'identité de Jack l'Éventreur reste l'un des plus grands crimes non résolus de l'histoire, et son nom continue d'être synonyme de terreur et d'horreur. Enfin, pour la 8e et dernière histoire de cette vidéo, j'ai demandé qu'il nous raconte une creepypasta, une des plus connues. Et voici sa réponse. J'ai toujours été fasciné par les lieux abandonnés.
Et quand j'ai entendu parler du vieil hôtel à la périphérie de la ville, j'ai su que je devais l'explorer. L'hôtel était fermé depuis des années, et on disait qu'il était hanté par les fantômes des personnes qui étaient mortes. Mais je ne croyais pas aux fantômes et à toutes ces histoires rocambolesques. Alors j'ai décidé d'enquêter par moi-même. Quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai trouvé qu'il était en mauvais état. Les murs s'effondraient, les fenêtres étaient barricadées et les portes rouillées. Mais j'étais déterminé à trouver un moyen d'y entrer. Alors j'ai commencé à explorer le périmètre du bâtiment. Alors que je faisais le tour de l'hôtel, j'ai remarqué un petit trou sur le côté du bâtiment qui semblait avoir été fait par quelqu'un essayant de s'introduire avant moi. Je savais que c'était ma chance d'entrer à l'intérieur. Alors j'ai rampé à travers le trou et je suis finalement arrivé dans l'hôtel. À l'intérieur, l'hôtel était encore plus délabré que je ne l'avais imaginé. Les murs étaient recouverts de papier peint qui se décollait et les sols grinçaient et pourrissaient. Mais au fur et à mesure que j'explorais davantage, j'ai commencé à remarquer des choses étranges qui se produisaient. J'ai entendu des pas venant de l'étage au-dessus de moi, mais quand je suis allé enquêter, il n'y avait personne. Alors que je continuais à explorer, j'ai senti un courant d'air froid sur mon cou et je me suis retourné pour voir une silhouette debout dans l'ombre. Le personnage était grand, mince, avec de longs bras et de longues jambes, et son visage était masqué par une capuche. J'ai essayé de courir, mais la silhouette m'a attrapé et m'a tiré en arrière. J'ai lutté pour me libérer, mais la silhouette était beaucoup trop forte pour moi. Il m'a entraîné plus profondément dans l'hôtel, et j'ai pu entendre le son de son rire résonnant dans les couloirs. Je savais que j'étais en grave danger, alors j'ai essayé de trouver un moyen de m'échapper. Soudain, je me suis souvenu d'une légende que j'avais entendue à propos de l'hôtel. La légende disait que si vous pouviez trouver la chambre secrète de l'hôtel, un vœu vous serait accordé. Je savais que c'était mon seul espoir. Alors j'ai commencé à chercher cette fameuse pièce secrète. J'ai cherché partout. Et juste au moment où j'étais sur le point d'abandonner, j'ai trouvé une porte cachée dans le sous-sol. J'ai ouvert la porte et à ma grande surprise, j'ai trouvé une pièce remplie de trésors. Je savais que j'avais trouvé la pièce secrète et j'ai fait mon vœu. En un instant, la silhouette a disparu et j'étais libre. Je suis sorti de l'hôtel et en me retournant, j'ai vu que le bâtiment s'effondrait. Je savais que j'avais eu beaucoup de chance de m'évader et je ne suis plus jamais retourné au vieil hôtel de ma ville. Et c'est ainsi que s'achève notre 8e et dernière histoire de cette vidéo. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un numéro 2, et n'hésitez pas également à me dire quelle histoire vous avez préférée, ou si vous voulez un volume par exemple, uniquement sur des creepypastas, uniquement sur des contes et légendes, uniquement sur des légendes urbaines, bref, vous avez compris. Et si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux comme Instagram, TikTok et Discord. Tous les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, portez-vous bien, ciao.